Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier atelier de cet après-midi. Je m'appelle Jason Sauvé, je suis chargé de mission également à la RATO de France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Thierry Rousseau, qui est chargé de mission à la NACT, et par Cindy Dubail, qui est DRH pour le groupe NAT. D'ailleurs, avant de démarrer, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu participer à cet événement à mes côtés et je tiens également à remercier les 49 participants de ce webinaire. Alors, ce premier atelier, comme le disait Cindy, il fait office d'introduction de cet après-midi et il a pour thème celui du mariage avec le télétravail. Donc, à travers les apports de Thierry et les témoignages de Cindy, l'idée, c'est de revenir ensemble sur ce qu'implique un tel pacte avec cette modalité d'organisation. Alors, avant de démarrer, on voulait poser deux questions aux observateurs de cet événement. Donc, vous pouvez directement répondre sur l'interface de Livestorm, comme le disait Cindy, dans l'onglet sondage en haut à droite. La première question concerne votre pratique du télétravail avant la crise sanitaire. Donc, est-ce que vous le pratiquez ou non? Et est-ce qu'il était déjà formalisé dans un accord, une charte ou un avenant? Et la deuxième question est semblable à la première, mais cette fois-ci, elle concerne plutôt votre pratique du télétravail aujourd'hui. Donc, est-ce qu'à ce jour, vous le pratiquez ou non? Et est-ce qu'il est formalisé ou pas dans le cadre d'un accord, d'une charte ou d'un avenant? Donc voilà, on vous laisse à peu près une vingtaine de secondes pour répondre dans l'onglet sondage et on continuera ensuite. Donc l'onglet sondage est en haut à droite. Alors on laisse les résultats défiler. Alors, on commence à voir apparaître des tendances. Alors, en termes de résultats, le sondage qu'on vient d'effectuer là, fait plus ou moins écho aux données nationales issues des différentes enquêtes réalisées avant et après le confinement, puisque ce qu'on observait à l'époque, c'est que depuis 2017, on avait atteint un plafond avec environ 30% des personnes qui déclaraient faire du télétravail plutôt ponctuellement et de manière non contractuelle. Les entreprises avaient donc déjà recours au télétravail, et c'est ce qu'on voit là dans les résultats du sondage, puisqu'on a 50% des répondants qui le pratiquaient. Donc voilà, elles avaient déjà recours à cette pratique, mais plutôt dans une logique de répondre à des contextes personnels, voilà, de façon non systématique, voilà, pour répondre à des problématiques de type des temps de trajet trop longs, la panne d'un véhicule, des contraintes familiales ou l'intervention d'un professionnel à domicile. Maintenant, si on regarde les données issues de la crise sanitaire, on est passé de 30% fin 2019 à plus de 40% de télétravailleurs à la sortie du premier confinement. On observe aussi une forme de démocratisation du télétravail, puisqu'après cette période, plus d'un télétravailleur sur deux l'était à 100%. Et on observe aussi plus de femmes, plus de professions intermédiaires et un télétravail pour des entreprises plus petites. Alors maintenant, malgré ces atouts séduisants, sa démocratisation et le fait que la majorité des personnes interrogées souhaitent poursuivre le télétravail, les enquêtes réalisées ont permis de faire ressortir des points de vigilance. Donc via ce titre de l'atelier, pour le meilleur et pour le pire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de revenir dans un premier temps sur les avantages et les risques liés à cette pratique, en venant pointer du doigt pas seulement le télétravail contraint, mais le télétravail dans sa globalité, puisqu'il existait avant la crise, qu'il persistera après cette période difficile et que nous retournerons un jour ou l'autre, on l'espère en tout cas, à une situation sanitaire identique à celle qu'on pouvait vivre avant mars 2020. Par rapport à ça, déployer des formes de télétravail qui répondent à la fois aux objectifs de performance et de qualité du travail nécessite selon nous de respecter des points de vigilance et méthodologiques, car le télétravail n'est pas exempt d'inconvénients à prendre en considération lors de son recours, donc isolement du salarié, perte du lien, difficultés managériales, collaboration plus complexe, sont autant d'éléments à aller vérifier pour sécuriser cette pratique. Alors qu'il n'y ait pas non plus de malentendu, le message principal de l'atelier, c'est que le télétravail n'est pas bon ou mauvais en soi, mais que c'est une organisation qui ne s'improvise pas, qui doit être discutée, organisée et formalisée en amont. On vous propose donc aujourd'hui, dans cet atelier, de répondre à deux questions principales. Tout d'abord, quels sont les avantages et les risques liés à cette pratique du télétravail? Et la deuxième question, quels principes
Quelles conditions de réussite pour un télétravail responsable? Pour répondre à ces questions, l'atelier va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, Thierry vous présentera les enjeux globaux du télétravail. Cindy relatera ensuite l'expérience du télétravail au sein du groupe NAT à travers un témoignage ancré sur le terrain. Et enfin, Thierry complétera ces éléments à travers des apports concrets sur les facteurs clés d'un télétravail qui va dans le sens de la performance et de la qualité de vie au travail. À la fin de cet atelier, on réservera quelques minutes pour répondre aux questions que vous pouvez soumettre dans la partie qui est également dédiée sur Livestorm. Donc c'est la partie questions, l'onglet qui est aussi en haut à droite de l'interface. Alors je vais maintenant laisser la parole à Thierry Rousseau, qui dans cette première partie va vous parler des enjeux globaux du télétravail à travers ses avantages, ses opportunités et ses risques. Donc pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y reviendra à la fin de l'atelier. Thierry, je te laisse la parole, je coupe mon micro. Merci Jason. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais parler du télétravail, je vais sans doute être un peu didactique, en pesant non pas tellement les pour et les contre, mais les avantages et les désavantages, et en concluant sur quelques recommandations un peu plus pratiques. En introduction, ce qu'on pourrait dire, je pense qu'en hypothèse, le télétravail va se généraliser, va en tout cas être une réalité. On ne sait pas exactement dans quelle proportion, bien sûr, mais je pense que la proportion de salariés qui vont, après la crise sanitaire, être en télétravail de façon plus ou moins permanente, et là on verra bien quel type de négociation il y aura, 2 jours, 3 jours, et ce que ça pose aussi comme problème. Je pense que le télétravail va s'installer en tout cas fortement, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Une enquête de la DARES de 2019, donc juste avant la DARES, c'est la Direction de l'animation et de la recherche et des études statistiques du ministère du Travail. Cette enquête montrait quand même que le télétravail n'était pas complètement implanté en France. Un nombre très restreint de salariés pratiquaient de façon plus ou moins régulière le télétravail. On peut penser que là, un pas va être franchi et que le télétravail va s'installer fortement. C'est un peu paradoxal parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle, hein, donc c'est pas tout nouveau, hein, c'est un débat quand on regarde un petit peu la littérature managériale, sociologique sur la question. On voit que la question, elle est évoquée depuis presque 40 ans, donc c'est pas complètement nouveau, pour un peu les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Le télétravail est associé à une certaine forme de modernité organisationnelle. Il y a également tous les impacts écologiques, les dynamisations des territoires, la délocalisation, puisque, grosso modo, le télétravail, c'est surtout ça, c'est délocaliser le travail dans un autre lieu que le bureau. Donc, on pourrait davantage parler d'ailleurs de travail à distance ou encore de télétravail à distance, même si j'y reviendrai, il y a quand même plusieurs formes à ce télétravail. Et il y a aussi une impulsion des pouvoirs publics, des partenaires sociaux. Il y a eu un accord national interprofessionnel en 2005. Dans les ordonnances de 2017, il y a des précisions sur la façon de passer en télétravail. Il y a des indications, il faut négocier la charge de travail, il faut conclure éventuellement un accord. Donc, on peut dire en tout cas que même avant cette crise que nous connaissons, qui n'est pas toujours terminée, il y a eu en tout cas un certain nombre d'acteurs, des sociologues, des experts, des consultants, les pouvoirs publics, toute une série en tout cas de gens qui ont voulu qu'on aille en télétravail. Et il y avait quand même une certaine, on peut en tout cas penser que s'il était si peu répandu, c'est qu'il y avait certaines formes de réticence qu'on attribue souvent aux managers, les managers qui ne veulent pas perdre leur pouvoir de contrôle sur le travail, c'est sans doute une réalité. Les salariés qui estiment que le lieu de travail comporte aussi des avantages, hein. C'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr, hein. Je pense qu'on peut aussi interpréter, dans certains cas, le télétravail comme une espèce de fuite du lieu de travail, hein, parce que tout simplement, c'est pesant, c'est lourd, c'est bureaucratique, et c'est une façon de retrouver autre chose. J'y reviendrai. Concernant les impacts de cette situation un peu inédite, parce que là encore, je pense qu'il faut faire la part entre cette situation de confinement, pas complètement généralisée, mais pour 7 à 8 millions de salariés où le télétravail devient la norme permanente.
au printemps dernier particulièrement, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu, semble-t-il, des allers-retours un peu plus fréquents entre le travail et le domicile, entre le bureau et le domicile. Donc il semble que le télétravail a été d'ailleurs plus difficile à vivre cette fois-ci que la première fois. En tout cas, ça, on peut faire cette hypothèse, hein. Peut-être que la crise durant, les perspectives n'étant pas claires, la situation a peut-être été moins bien vécue par beaucoup. Ceci dit, quand on regarde le premier confinement, donc l'hiver et le printemps dernier, après, évidemment, toutes les enquêtes ne vont pas toujours dans le même sens. Nous, on a fait une petite enquête à l'ANACT et on voyait que les télétravailleurs avaient eu l'impression d'avoir travaillé plus. Leur charge de travail avait augmenté. C'était particulièrement vrai aussi pour les encadrants de proximité qui, dans l'urgence, avaient organisé le travail des autres et ceux-ci, en tout cas, se sont sérieusement impliqués dans cette action. Et il y a des remontées, effectivement, de fatigue, d'épuisement. Après, il y a d'autres paramètres. Il y a une enquête Terra Nova, il y a le baromètre Malakoff Numéris. Certaines, en tout cas, enquêtes montrent que le télétravail s'est relativement bien passé. En tout cas, c'est ce que nous dit également un sociologue, François Dupuis. Il l'a dit comme ça après une enquête qui portait qualitative sur 600 télétravailleurs, ce qui n'est pas rien en termes d'enquête, hein, c'est quand même beaucoup de monde. Et une des conclusions, c'était que le confinement s'était formidablement bien passé pour beaucoup de personnes. Donc, à voir et à discuter et en question éventuellement pour vous, bien sûr. Ceci dit, je ne suis pas certain que ça soit complètement vrai pour tout le monde. Et je pense qu'il faut faire sans doute des nuances. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut vraiment organiser le télétravail. Je pense qu'il y a des questions de catégorie professionnelle. Selon le métier qu'on fait, c'est pas entre un télétravailleur qui reçoit des appels, qui travaille sur les applis toute la journée, des activités de conception intellectuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Hommes et femmes, semble-t-il, aussi du point de vue du télétravail, c'est pas la même chose. Les femmes ont trouvé que c'était plutôt plus difficile que les hommes, et je pense que pour une raison très simple, les femmes avaient, il y a eu le soutien aux enfants, il y a eu les tâches domestiques, on sait que le partage n'est pas encore complètement égalitaire de ce point de vue-là. Entre jeunes et vieux, c'est pareil. Les plus jeunes qui commencent en entreprise, c'est plus difficile pour eux d'être en télétravail que pour les personnes aguerris, qui ont constitué des réseaux, qui travaillent au sein de réseaux dans l'entreprise. Et quand vous n'avez pas ces réseaux-là, il y a des repères en moins. Et pour les jeunes, en tout cas, c'était plus difficile que pour les autres. Il y a les questions de logement aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de nos compatriotes ont des logements qui ne sont pas toujours adaptés, sans parler des lignes Internet, des applis qui sautent, etc., etc. Là, il y a vraiment des points d'attention essentiels et on y reviendra tout à l'heure en conclusion. Alors, quels sont les avantages du télétravail? Je vous ai dit que je serais un peu didactique. Avantages, désavantages. Bon, c'est peut-être pas très original, mais au moins ça montre un peu, ça permet de faire progresser la réflexion, de prendre du recul. Quand on regarde les avantages, un premier avantage qui a trait au travail, c'est un remède à l'éparpillement. Donc, on a beaucoup de salariés qui, dans des situations de travail, on pense à des open space ou à des situations où il y a beaucoup de monde, ont de la difficulté à se concentrer lorsqu'ils se retrouvent chez eux, à distance, dans un cadre sécurisé. Effectivement, le télétravail peut apparaître comme un remède à l'éparpillement. C'est aussi, et ça ressort quand même de façon très massive, une adaptation aux besoins des salariés. On pense évidemment aux questions de déplacement qui sont compliqués dans certaines métropoles, qui prennent du temps, des retards, enlever effectivement des fois 2 heures, 2h30 de temps de transport quotidien, c'est beaucoup. Il y a également toutes les questions d'adaptation aux activités domestiques, de combinaison, de meilleure coordination entre les activités domestiques et professionnelles. En tout cas, ça, c'est un des avantages qui est souvent proposé pour justifier le télétravail. C'est même parfois, pour certains, quelque chose qu'on donne d'ailleurs aux salariés. Ils se sentent presque en dette de quelque chose, puisqu'on leur permet de s'organiser à la maison pour faire ce qu'on leur demande professionnellement.
Donc là, il y a quelque chose en tout cas qui est important, hein, c'est cette adaptation aux besoins, aux situations de vie des personnes, ce qui permet de construire un travail à la carte, de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes horaires. Donc, mais j'y reviendrai parce que ça peut être aussi un des avantages dans certains cas. Bon, le télétravail implique aussi, je pense, un changement de la relation managériale. Ça, c'est un point, on y reviendra à la fin, et il est important de pouvoir le construire. C'est vrai que les promoteurs du télétravail font du télétravail aussi une innovation organisationnelle, hein, donc ce n'est pas simplement une délocalisation, c'est une autre façon de travailler, en syntonie avec tout un certain nombre de formes d'organisation plus modernes, hein, organisation par projet, entreprise libérée, etc., etc. De ce point de vue-là, il y a toutes sortes de concepts, en tout cas, qui circulent, et le travail en est un avatar, en est un élément parmi d'autres. Ce qui implique de faire confiance. Finalement, les personnes sont à distance, il faut faire confiance dans la relation managériale, ce qui n'est pas si évident pour la reconnaissance, construire celle-ci. Je pense, et on y reviendra, il ne s'agit pas non plus simplement de bâtir la relation sur les résultats du travail, mais aussi sur la façon dont le travail a été, dont les personnes sont entrées en collaboration les unes avec les autres. Et là encore, c'est le rôle du manager de proximité. Alors, l'autre élément qui souvent est apporté pour dire que le télétravail fait partie je l'ai déjà dit un peu rapidement, d'une espèce de modernité, hein, je pense que c'est posé souvent comme ça, c'est bien sûr un facteur de transformation économique, sociale, environnementale. Je pense que demain, par exemple, demain, disons, dans le déconfinement, d'ici 6 mois peut-être, ou quand effectivement cet épisode sanitaire sera derrière nous, le télétravail se sera installé, très certainement, on peut le penser, et il sera quand même pratiqué massivement. Si on imagine 10, 20, 30% des journées de télétravail effectuées à la maison ou dans des tiers-lieux, c'est aussi possible, en coworking, cette possibilité-là existe aussi. Dans ce cas de figure, c'est vrai que ça transforme beaucoup de choses. Ça transforme le rapport à la ville, au centre-ville, les déplacements, c'est peut-être aussi la fin des bouchons, ou en tout cas, on peut le penser. Et c'est aussi potentiellement une transformation de la façon dont les entreprises vont organiser les espaces. On peut penser que, effectivement, les entreprises voudront ajuster leur parc locatif à la présence des salariés, et qu'il ne sera plus possible de dédoubler complètement. Donc, quel type d'organisation ça nécessite? Je pense que là, il faut faire attention, y compris du point de vue des représentants du personnel. Est-ce qu'on conserve un espace à soi au bureau? Est-ce qu'on met en place des espaces flexibles, hein, du desk sharing, hein, tout simplement, selon l'anglicisme, bien sûr? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Par exemple, c'est toutes des questions qu'on risque de devoir se poser dans les mois, dans les années qui viennent. J'en viens maintenant aux désavantages. Je pense que quand même que cette délocalisation du travail dans d'autres lieux n'est pas évident non plus, hein, j'ai déjà souligné, hein, ce n'est pas simplement une délocalisation de l'activité, je pense que c'est un autre cadre organisationnel qui se construit, qui s'expérimente, et on a besoin là encore de beaucoup de retours pour essayer d'ajuster l'activité réelle de travail aux possibilités. Bon, ça, c'est un mot d'ordre bien établi du réseau. Ce n'est pas parce qu'on prescrit le travail dans un sens, même si il y a un effort pour le prescrire, pour formaliser le cadre managérial, il y a parfois toujours un peu des dissensus entre cette prescription et ce qu'expérimentent les personnes sur le travail. Donc là, il y a une question, il me semble, qui vient immédiatement en tête, hein, c'est la distance, qu'est-ce qu'elle induit, quelles sont les ruptures, en tout cas, induites par la distance entre le travail prescrit, grosso modo, et aussi la façon dont les salariés réalisent l'activité. Et un autre point qui est important de ce point de vue-là, c'est que deux choses, peut-être, pour mettre en garde, au fond, les personnes sur le télétravail. La première, et c'est évident, quand le déconfinement va se terminer, on aura des situations qu'on peut qualifier d'hybrides, on aura des personnes en télétravail
et on aura des personnes en présentiel. Donc, il y a une première question, c'est comment on va construire les relations entre ces gens-là. Je pense qu'évidemment, il y a des solutions techniques, il y a la visio, il y a une série en tout cas de choses. Il y a au fond, il y a le collaboratif assisté par ordinateur, hein, dont on va sans doute user, mais on peut penser que ça complique quand même les choses d'avoir ces deux questions-là. Autre question, il me semble, c'est qu'on va mettre des gens chez eux et on va continuer à faire travailler des opérationnels. Et le risque, c'est que là encore, il y a la coupure qui existe aujourd'hui entre le monde des bureaux, le monde de la conception, le monde intellectuel et le monde de l'exécution, ou en tout cas de la prise en charge concrète des situations de travail sur le terrain, dans les usines, dans les services hospitaliers, etc. Je pense que là encore, il y a un risque que la distance creuse au fond ce creux, en tout cas intellectuel, soit ce creux social, sociologique, soit encore plus, soit approfondi. Donc là, je pense qu'il y a une attention, en tout cas, à avoir. Donc, et puis également, tout simplement, la capacité de réflexivité. Dans beaucoup de cas, les collectifs, c'est pas chacun a une solution, c'est le débat, trouver une solution, la mettre en œuvre. Là, il y a des techniques pour le faire, mais je pense que dans le cadre d'une relation distancielle comme ça risque d'être un peu plus compliqué. Autre chose, bien sûr, pour poursuivre sur cette espèce de bilan un peu sociologique, hein, je pense que le télétravail n'est pas... Je pense que ça se développait, hein, je pense que ça vient pas de nulle part. Hein, sans doute que de ce point de vue-là, le confinement accélère des processus qui étaient déjà à l'œuvre plutôt qu'il n'en crée de nouveaux. En tout cas, on peut faire cette hypothèse. Je pense que de plus en plus, on a une fragmentation des situations dans l'entreprise. Hein. On a des statuts différents, on a des sous-traitants, des temps partiels, etc., etc. Donc, on a une espèce de travail, j'ai utilisé le mot, il est sans doute pas très juste, de travail à la carte qui s'établit, ce qui veut dire qu'on prend en compte des situations particulières, mais la multiplication des situations particulières et des statuts différents dans l'entreprise multiplie, il me semble, moi, la nécessité des ajustements. Et ces ajustements organisationnels dans des collectifs dispersés, on peut le penser, on peut le poser en tout cas comme hypothèse, vont sans doute être plus difficiles et rendre en tout cas les temps d'ajustement plus longs. Vous avez sans doute, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, utilisé la visio. Vous savez ce que c'en est, il y a un coût lié à la visio. On ne sait pas tous, pas une forme en tout cas de communication qui nous est complètement naturelle. Toujours sur le désavantage et les risques du télétravail, je pense que ça, bien sûr, je pense qu'on en est assez conscient. Il y a des risques d'isolement pour certains, hein, ceux qui manient moins les outils, qui manient moins la prise de parole en visio. Comment font-ils pour reconnaître ce qu'ils font, hein? Je pense que là, il y a un point de management tout à fait évident. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand l'ensemble de nos interactions sociales passent par des situations digitales, hein, puisque grosso modo, c'est ça, et qu'on passe presque tout notre temps sur écran plutôt qu'en communication directe. Je pense qu'il y a un risque, là encore, évident de surcharge cognitive. Il y a un risque d'hyperconnectivité, on se tout le temps connecté. Comment ensuite on fait reconnaître les efforts? Donc là, il y a vraiment des questions fortes, en tout cas, qui peuvent se poser. Et puis aussi, bon là, ce sont des choses un peu abstraites, mais ce qu'ont vu les médecins dans le premier confinement en particulier, c'est l'augmentation de lumbago. Les plaintes de lumbago ont augmenté. Je pense que c'était lié à l'inconfort dans lequel les personnes ont été mises tout à coup, au fait d'être assis presque toute une journée devant son écran. Donc là, il y a un problème presque de prévention du risque physique qu'il faut prendre en compte de manière assez forte et de façon peut-être un peu surprenante pour des activités qu'on caractérise comme étant essentiellement intellectuelle, mais je pense qu'il y a l'inactivité, le fait d'être dans son siège toute la journée, c'est un problème parfois, c'est un problème ostéo-articulaire, c'est un problème de santé qui doit être aussi traité par les organisations et le management.
toujours la réduction des échanges informels. Ça, c'est une question qui m'apparaît. Ce n'est pas qu'il est impossible d'avoir des échanges. Je sais que je suis tombé à un moment donné sur un professeur de sciences de gestion qui disait le risque dans le télétravail, c'est peut-être l'hyperconnectivité, une hypersocialisation, ce qui est pas faux, puisque on va effectivement parler beaucoup, on a parlé beaucoup pendant cette période de télétravail, certains en tout cas, mais on parle surtout à travers nos propres réseaux, un peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on rentre dans des réseaux sociaux bien précis et les rencontres fortuites qu'on n'imagine pas à l'avance, on peut penser que dans des situations où on est beaucoup en télétravail, il y aura une réduction de ces espaces d'échange un peu spontanés, un peu informels. Et l'informel, il a son importance de deux façons. Il a son importance du point de vue de la socialisation des personnes, hein, tout simplement. Hein, ça permet de connaître les gens. On n'est pas au bureau simplement ou au travail pour exécuter une tâche. Ça va bien au-delà. Hein. Il y a, dans la plupart des cas, on s'investit dans ce qu'on fait et ça a du sens de communiquer avec les autres. Si ça a son importance du point de vue de la socialisation, ça l'a également du point de vue de l'efficacité de la performance. On apprend des choses, l'information circule mieux, ça nous met sur la piste d'un certain nombre de solutions potentielles. Et donc là, il y a l'importance de l'informel. Comment est-ce qu'on pourra l'organiser demain dans une situation où la coprésence est plus complètement assurée, ou qu'elle passe par des dispositifs digitaux qui ne sont pas toujours évidents à manier, qui ne sont pas aussi faciles, qui ne permettent pas en tout cas une certaine spontanéité sociale qui a aussi, je le répète un peu, qui a aussi son utilité professionnelle, son utilité en termes de performance tout simplement des organisations. Alors oui, le management, je pense que ça c'est important, hein. Je pense que j'ai déjà parlé de ce management qui doit être basé sur la confiance. Je pense qu'effectivement là il y a un saut peut-être hein, d'une partie du management. Un des freins importants, c'était justement l'impossibilité d'avoir les personnes à l'œil, c'est un petit peu ça. Bon, on sait que beaucoup de modes de travail aujourd'hui, le travail, il se voit plus, les travaux intellectuels, quand on est en mode projet, quand on développe des paramètres de type agilité et autres, le travail qu'on fait, il se voit pas, hein, mais donc il y a quand même si demain le management, ça est plus fondé sur la confiance, il y avait déjà en tout cas les prémices de ce mode de fonctionnement. Une difficulté, c'est aussi de fonctionner en termes de résultats. Et ça, c'était d'ailleurs un des avantages du télétravail. Hein. Pour beaucoup, on est 7h30, 8h au bureau, parfois plus, il y a toutes sortes d'échanges. Tout à coup, on est dans un environnement où la concentration est maximale et on fait en 5 heures ce qu'on est capable de faire en 7. Je pense que ça a été observé dans certains cas. Hein. Je pense que là, c'est tout à fait possible de fonctionner comme ça. Et on rend le résultat et bravo, c'est fini, vous êtes quitte de ce que vous avez fait. Je pense que ce mode de fonctionnement, sans doute qu'il ne faudra pas aller trop loin. Je pense parce que la reconnaissance professionnelle, elle fonctionne aussi par ce que les pairs nous disent de ce qu'on a fait. La façon dont on est arrivé pour faire ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé en termes d'innovation, je dirais, opérationnelle pour mieux faire un dossier, etc., en discuter avec d'autres. Là aussi, je pense que la distance rendra sans doute plus difficile ce mode de fonctionnement et la reconnaissance sera en tout cas plus difficile. Ce qu'on observe aussi, c'est une dilution du temps. Je pense qu'il y a la promesse, et je l'ai mentionné tout à l'heure dans les avantages, c'est de mieux ajuster ce qu'on fait, nos activités domestiques aux tâches professionnelles, d'avoir de la souplesse essentiellement. Je pense que c'est pas si simple, ça peut être aussi si on ne se donne pas de repères, et j'y reviendrai. Il y a un risque que les tâches domestiques, le travail, tout ça soit une espèce de méli-mélo et qu'on passe de l'une à l'autre avec des problèmes de reconcentration quand on passe de l'une à l'autre. Hein. Il semble, j'ai vu il y a des études qui disent un télétravailleur, il interrompt sa tâche, ça donne une tâche domestique, soins d'enfants, soins d'adultes, cuisine, etc. Il semble que revenir à sa tâche professionnelle soit plus difficile que si c'était simple, s'il était resté au bureau. Que là, il y a une question
les interruptions fréquentes, hein, l'interpénétration des logiques domestiques et professionnelles, c'est sans doute un problème plus qu'une solution. En tout cas, par hypothèse, je pense que ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Alors, bon, je pense qu'aussi, évidemment, on organise le travail selon les personnes. Hein. Je pense que c'est de plus en plus comme ça que ça se passe dans l'entreprise. Je pense que c'est une évolution sans doute très forte. On ne peut pas revenir derrière, hein, mais je pense qu'il faut pouvoir se dire jusqu'où. C'est de là l'importance de la négociation. Qu'est-ce qu'on fait? 2 jours, 3 jours, la réversibilité, les lieux de travail, comment est-ce qu'on les organise? Parce que, au fond, le travail, c'est aussi une question de socialisation, bien sûr. C'est un endroit où on travaille souvent en collectif et on voit que la coopération entre les uns et les autres dans les enquêtes, on voit que c'est plus fort qu'autrefois. Le travail d'aujourd'hui, les contraintes qu'il a, les échéances, essayer de trouver des solutions à des problèmes complexes nécessite de coopérer sans doute plus qu'autrefois. Ce n'est pas simplement exécuter une tâche, hein, c'est souvent trouver des solutions à des problèmes complexes, et pour ça, il faut faire avec d'autres. Et là, dans un contexte où on disperse les efforts, on peut penser que c'est plus difficile et que l'entreprise aussi, du point de vue de l'entreprise, il n'y a sans doute pas que des avantages à faire télétravailler les personnes et qu'un des enjeux fondamentaux, c'est de pouvoir maintenir, je dirais, une identité d'entreprise qui puisse faire sens pour les personnes et dans lesquelles les personnes, en retour, puissent s'engager dans le projet de l'entreprise, au service de la performance, au service de l'amélioration, bien sûr, des conditions de travail. Alors, c'est bon pour toi, Thierry? Oui, tout à fait, c'est bon pour moi. Parfait. Alors, merci pour ces apports très riches hein, concernant les enjeux globaux du télétravail aujourd'hui. On va maintenant pouvoir entendre et écouter le témoignage de Cindy Dubail, qui va pouvoir nous relater son expérience du télétravail au sein du groupe NAT. Donc voilà, Cindy, je vais vous laisser vous présenter et décrire le groupe NAT assez rapidement. Et ensuite, vous pourrez nous raconter dans un premier temps quelle pratique du télétravail vous avez au sein du groupe NAT et quel est le point de vue, la posture et la vision globale de l'entreprise sur cette pratique. Et du coup, pour vous, voilà, quels sont les risques et opportunités que le télétravail soulève aujourd'hui au regard de l'expérience que vous en avez. Ok, bonjour tout le monde. Donc je suis Cindy Dubail, je suis directrice des ressources humaines pour le groupe NAT. Le groupe NAT est une entreprise qui est une entreprise qui sécurise les chantiers effectivement des différents intervenants du travaux publics. On est une société de 60 collaborateurs qui intervient principalement sur 3 domaines. Donc toute la partie détection et cartographie des ouvrages. On a effectivement une autre partie qui est un prestataire d'aide pour faciliter les échanges des différents acteurs et effectivement un centre de formation. Concernant notre posture et notre vision, alors avant mars, effectivement, nous n'avions pas de télétravail mis en place ni formalisé. Il y a eu effectivement le confinement. Et après, les demandes étaient plus présentes. Il y en avait quand même avant, mais beaucoup plus présentes à la sortie du confinement. Par rapport à la posture de notre PDG, donc, qui est Thibaut Nicolet, à titre personnel, effectivement, il a plus une affinité à travailler dans du présentiel, puisqu'effectivement, il a plus une affinité à avoir une relation avec les gens de proximité. Du coup, effectivement, sa posture était, et celle du comité de direction, était effectivement de dire le télétravail, oui, à condition qu'effectivement il soit travaillé et concerté pour n'oublier personne dans ce projet. Voilà. Par rapport à cette posture, par rapport à l'expérience que le groupe NAT a vécu pendant ce premier confinement, est-ce que vous avez pu soulever les risques et les avantages de cette pratique au regard de ce que vous avez pu mettre en place? Alors oui, moi je sépare quand même la partie confinement et télétravail, mais le confinement
a été quand même révélateur de plein de choses. Il faut en tirer les enseignements, ça c'est certain. Comme beaucoup d'entreprises, le premier confinement a été inattendu et inédit dans l'histoire. Donc, il y a eu effectivement une précipitation à se mettre tous en confinement à la maison et toute la difficulté que ça engendre d'un point de vue, effectivement, notamment outils, humains, santé et plein d'autres choses. Donc voilà, donc ça a été effectivement assez rapide. Les difficultés qui peuvent en ressortir, c'est des soucis d'inéquité, par exemple, sur l'accessibilité à une connexion identique à tout le monde. Tout le monde n'a pas la même connexion. Donc déjà là, on identifie quand même une certaine inéquité qui est quand même à prendre en compte. Et après, les difficultés, on va dire en termes de communication, ça a été tellement rapide qu'effectivement, comment on communique, le rapport que chacun a par rapport à l'outil, par rapport au relationnel aussi. Et effectivement, vous le disiez Thierry précédemment, il y a des typologies de métiers qui sont effectivement plus habitués à travailler sur ce mode de fonctionnement, pardon, et d'autres qui découvraient. Donc, c'est tout ce curseur à régler en même temps qui n'était pas forcément évident. On retrouve globalement les avantages et les risques que Thierry vient de citer dans sa présentation. Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'à ce jour, la direction a plutôt une affinité avec le présentiel, mais pour autant, elle ne ferme pas la porte au télétravail à ce jour en sortie de confinement. Comment ? Tout à fait. Et comme vous venez de le préciser, voilà, elle souhaite aujourd'hui une conduite de projet maîtrisée pour prévenir à la fois les risques, pour sécuriser les avantages du télétravail et pour embarquer l'ensemble des parties prenantes dans un souci d'équité et de co-construction. Donc maintenant, par rapport à ce constat qu'on fait aujourd'hui sur le télétravail, quelle méthode vous avez mis en place, quelle démarche vous avez employée pour avancer sur la question du télétravail aujourd'hui au sein du groupe NAT et quelle perspective vous vous donnez par rapport à ça ? D'accord. Déjà, juste pour finaliser sur effectivement la partie, la vision de la direction, pour nous, c'est un projet qui intervient effectivement dans un cadre beaucoup plus large que juste le télétravail. C'est vraiment un projet plus large de croissance, de recherche de qualité de vie au travail et d'autonomie pour effectivement sécuriser ce cadre. Donc, au niveau de la méthodologie, on a constitué un groupe projet sur le télétravail, un groupe qui est constitué de toutes les parties prenantes qui représentent à la fois les différents services et métiers, en incluant effectivement aussi le CSE et la direction. Le but étant effectivement d'avoir un groupe représentatif le plus possible et d'avoir effectivement une possibilité à l'issue de nos différents rendez-vous de travail de pouvoir infuser aussi cette information, d'avoir un échange, chacun est un échange avec ses collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est une forme aussi de communication et de transmission de messages. Donc vous avez engagé des choses en interne, des actions. Vous avez notamment décidé de participer à une action collective, de mettre en place un comité de pilotage et des enquêtes en interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces actions un peu spécifiques que vous avez initiées assez récemment ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un groupe de travail qui a démarré fin octobre. On a choisi de travailler avec l'action collective de l'ARACT, puisque c'est une vraie force. Avec l'ARACT, on a des rendez-vous entre chaque groupe de travail avec un binôme du groupe NAT qui rejoint l'action collective. Et la force de cette méthode, c'est qu'on se rejoint avec à peu près 6 structures. Et c'est une vraie force puisqu'il y a une vraie notion de partage des pratiques, des retours d'expérience et du partage d'idées. Et ça, c'est vraiment une vraie force. Du coup, on avance en construisant, ce qui nous permet, nous, une fois qu'on sort de nos rendez-vous avec l'ARACT, de retourner dans nos groupes de travail et d'apporter toute cette valeur à notre groupe à l'interne. Voilà, donc on avance vraiment en construisant de cette manière-là. Et l'ARACT a aussi une méthodologie qui est vraiment très intéressante
pour avancer d'une manière, on va dire, 360. Aujourd'hui, le télétravail ne se regarde pas sur un métier global, mais sur des tâches, sur des activités. Et le but, c'est d'identifier, en avançant dans cette méthodologie, toutes ces particularités dans les métiers et d'avoir une analyse fine, tous les métiers inclus. Chez nous, on a des métiers également de terrain et ça nous tient vraiment à cœur que la partie terrain se sente inclus dans le projet parce que c'est vrai que spontanément, on pourrait dire qu'effectivement, ils ne sont pas concernés, mais bien sûr que si, parce qu'ils ont une partie terrain, ils ont une partie administrative, et puis demain, un collaborateur terrain peut tout à fait, dans le cadre d'une mobilité, se retrouver dans un autre poste, et du coup, voilà, il peut participer aussi de cette manière-là. Pour nous, c'est hyper important d'avoir tout le monde dans ce projet. En tout cas, que tout le monde se sente concerné dans la cause. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une approche sur les activités télétravaillables plutôt que sur les métiers. Et alors, juste avant la dernière question, pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions sur l'expérience du groupe TAT si vous en avez, en utilisant l'onglet questions. Et donc Cindy, dernière question justement concernant un peu le retour en interne de la mise en place de cette démarche. Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que vous avez pu avoir quelques retours de la part de vos collaborateurs sur la mise en place de cette dynamique collective autour du sujet télétravail, qui implique également des personnes voilà, auxquelles on ne penserait pas forcément dans un premier temps en abordant ce sujet? Oui, alors là, on est sur l'ensemble du projet, on est plutôt sur la première partie. On est sur la partie sondage en amont sur le retour de leur expérience, à la fois sur le confinement et à la fois leur regard sur le télétravail. Puisque, comme je dis, moi, je distingue bien ces deux parties-là, et aussi sonder sur leurs besoins, donc pour avoir une première matière. Donc là, on est sur un lancement de sondage qui s'est fait fin de semaine dernière avec un retour prévu donc demain. Donc, on est sur cette étape-là. Voilà. Et après, les retours qu'on peut avoir, ils m'ont l'air en tout cas plutôt positifs. Il faudrait qu'on leur demande en direct, mais ça a l'air plutôt positif. En tout cas, c'est vrai qu'avant de démarrer ce projet, il y avait une forte demande sur le télétravail. Le fait d'avoir enclenché ce groupe, ça permet effectivement de donner de la visibilité aux collaborateurs et puis de participer et de voir qu'effectivement on avance dans l'intérêt de chacun. Vous m'entendez encore? Parce que je vois que ça… Oui. Le fait effectivement d'avancer en groupe de travail, ça leur permet eux aussi d'avoir un autre regard. Parce que c'est vrai que les collaborateurs ont une première expression de besoin en disant j'aimerais bien avoir du télétravail X jours sur telle fréquence. Et le fait de les inclure dans un vrai projet avec une vraie méthodologie, ça leur permet aussi d'avoir un autre regard et d'avancer ensemble. Et ça, c'est hyper important. Merci Cindy pour ce témoignage. Alors, il y a une question pour le groupe TAT, on y reviendra dans les dernières minutes lorsqu'on répondra aux questions. Alors voilà, merci d'avoir partagé votre expérience et aussi un peu votre démarche qui va être complétée maintenant par Thierry Rousseau qui va revenir sur les conditions de réussite et les facteurs clés d'un télétravail qui va dans le sens de la performance et de la qualité du travail. Donc voilà, Thierry, je te laisse continuer. Merci Jason. Bon, je ne vais pas vous donner bien sûr des recettes. Ceci dit, ce qu'on nous a présenté précédemment, ce que Cindy nous a présenté à propos de l'entreprise NAT nous donne déjà beaucoup d'idées. Et je retiens en tout cas, il me semble plusieurs choses. La volonté sans doute de faire cohabiter ensemble le projet de l'entreprise et les besoins des salariés, de trouver un équilibre entre les deux. Donc, quelque chose qui ne fasse pas au détriment de l'un ou de l'autre. Ça, c'est sans doute la première chose qu'on peut retenir, en tout cas, de cet exemple. La seconde question qui m'a paru aussi tout à fait intéressante, c'est quand même d'essayer de partir du travail, de ce que vivent les personnes, leur activité, et construire à partir de ça, et pas imposer quelque chose qui vienne d'en haut et qui incite simplement les personnes à faire ce qu'elles faisaient chez eux. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a des activités qui sont
télétravaillables sans doute, d'autres non. Il s'agit en tout cas de trouver quelque chose qui permet, qui tient compte en tout cas de ces éléments. Alors, quelques éléments, conditions de réussite et facteurs clés du télétravail. Il est évident que notre position, le réseau de l'ANACT et des ARACT, il est évident qu'on est en support à la négociation d'un accord, d'une charte. Je pense que là, dans les ordonnances 2017, il y a quand même une impulsion pour négocier le télétravail. Je pense qu'il faut en passer formellement par là, recenser les besoins, faire un retour d'expérience de ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui se passe encore aujourd'hui, en sachant évidemment que le futur télétravail sera autre chose, ce ne sera pas complètement ce qu'on vit aujourd'hui et qu'il y a des points en tout cas auxquels on peut faire attention. Alors, concrètement, je pense qu'il faut veiller à réguler le temps et la charge de travail. Là, il y a un risque tout à fait il me semble très fort du côté de la régulation du temps. C'est vrai que les modes d'organisation du travail, le travail intellectuel tel qu'on le connaît de plus en plus, le rapport au temps, il devient moins évident. On ne sait plus tout à fait quand on travaille, quand ça finit, quand ça commence. L'usage des outils numériques, la connexion, l'hyperconnexion font que la référence du travail, c'est de moins en moins la journée de travail au sens strict du terme. Et là, je pense qu'il y a une petite attention sans doute à avoir de ce côté-là. Réguler la charge de travail, c'est pas évident. C'est pas simplement réguler ce qu'on vous demande, c'est aussi mettre en balance ce qui peut être fait. C'est trouver un équilibre entre les contraintes qui s'appliquent aux travailleurs en termes de performance, de charge directe et ce qu'on peut faire, ce qui est possible dans le cadre de notre activité. Donc là aussi, là, il y a besoin de débats, de discussions quand même assez fortes. Des échanges réguliers, ça je pense qu'ils peuvent être informels pour partie. Je pense que là c'est le rôle des managers, on l'a souligné, ça a été dit. Je pense que c'est un point qui est très fort, la capacité d'initier des échanges fréquents, pas simplement formalisés à travers les réunions, mais dans une équipe, 10, 15, 20, c'est identifier éventuellement qui a des problèmes, qui est en difficulté, qui risque d'être marginalisé, parce que je pense que dans l'expérience de télétravail, il y a des personnes qui ne s'y font pas ou qui s'y font difficilement et qui se font quand même marginaliser, et ça, c'est un problème important. Préciser les modalités de déconnexion, oui, évidemment, ça va avec les plages de disponibilité. C'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Quand est-ce qu'on peut être rejoint? Quand est-ce qu'il est possible d'avoir des réunions? Quand ça devient impossible, typiquement, mais ça c'était surtout pour le confinement généralisé, quand vous enchaînez les Zooms les unes après les autres, au bout de 4-5 qui durent 2 heures, si vous en programmez une à 18 heures, je pense que ça devient un peu difficile et il faut pouvoir préciser la déconnexion et le faire de façon pas quand même de façon brutale. Il ne s'agit pas de fermer les serveurs, je pense qu'il s'agit de déterminer des règles d'usage. Le week-end, l'urgence des mails, il s'agit de trouver en fonction, je dirais, de la nature de l'activité des personnes, à chaque fois particulière, des moyens d'assurer une déconnexion qui soit réaliste, faisable. Ça, je pense que c'est important de l'inclure évidemment dans un accord ou une charte. Négocier avec la famille des moments et des espaces dédiés. Sans doute que dans ce deuxième confinement, c'est plus difficile, mais je trouve que ce n'est pas si évident. Je pense que l'interdépendance, l'interconnexion du domestique et du professionnel peut être un problème. Il faut pouvoir séparer un petit peu les deux, y compris dans les espaces qu'on a dans les logements, dans les domiciles, pouvoir en tout cas séparer ce qui a été fait et éviter que les tâches domestiques empiètent sans arrêt sur les autres. Il me semble que là, il y a une question de concentration. Ce que montrent en tout cas les études, c'est effectivement des atteintes à la concentration, la capacité de concentration des personnes dans l'activité professionnelle lorsque trop de choses viennent en même temps. Favoriser la reconnaissance des efforts accomplis, ça je pense que ça va avec la question des résultats. Ne pas fonder la reconnaissance sur les seuls résultats tangibles, ce que je produis, documents, nombre de choses faites. Il faut aussi, je dirais, reconnaître les efforts qui ont été accomplis
par les uns et les autres pour arriver à faire l'activité. Rendre visible l'engagement dans l'activité, il faut montrer ce qui est fait. Je pense qu'il faut que chacun dans un collectif puisse se rendre compte aussi de ce que font les autres. Je pense qu'on n'est plus en situation de coprésence. L'activité est il est plus difficile de la rendre visible. Donc là, il y a un travail à faire pour rendre en tout cas l'engagement des personnes dans l'activité, pour le montrer un peu mieux, montrer les efforts qui sont faits. Alors, une question de base, ça a été évoqué, l'accès aux applications, aux technologies. C'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion qui ont été un peu systématiques. Les applis peuvent être parfois un peu difficiles à atteindre. Là, effectivement, mais oui, à voir, bien sûr, dans le cadre d'un télétravail négocié, comme on le connaîtra sans doute plus tard, quand ça se fera après le déconfinement. Sans doute que là, il y a moyen d'apporter des solutions techniques ou de reconnaître les problèmes. Mais effectivement, dans les situations de confinement, des travailleurs, par moment, n'ont pas pu avoir accès aux applications, au réseau, et en ce moment, le travail est ralenti, la discussion avec les autres également, et c'est effectivement quelque chose qui a pu être problématique. Ensuite, petit conseil sur les problèmes vécus dans le travail, je pense il faut aussi arriver à parler du travail réel, ce qui est sans doute plus difficile, soit en équipe, ce qui n'est pas toujours évident, soit avec les responsables ou avec des collègues particuliers. Je pense que le travail se nourrit du débat, de toute façon, et la performance dans nos entreprises, telles qu'elles se sont développées. Là, je reviens sur un élément, sur ma conclusion de tout à l'heure, sur les désavantages, sur les menaces potentielles du télétravail. Je pense que la créativité, la performance, la capacité de faire face à des situations, de collaborer, de coopérer, vient essentiellement de notre capacité d'interactivité. Et ça, il faut pouvoir le maintenir d'une façon ou d'une autre, et puis lui trouver sans doute d'autres méthodes pour le faire vivre, à l'aide en tout cas des dispositifs techniques qui existent. Thierry, peut-être 30 secondes pour conclure. Je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes là? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ce deuxième temps d'apport, Thierry. On va maintenant passer aux questions. Alors, il y en a plusieurs qui sont passées dans l'onglet questions. La première question sur laquelle on souhaitait revenir, c'était une question adressée à Cindy Dubail. C'était sur le rôle du CSE dans la mobilisation dans votre projet. Voilà, quel a été ce rôle pour vous? Alors, on l'inclut de deux manières. Il y a effectivement le CSE, ces instances où effectivement on fait un suivi régulier sur le projet, ce qui permet d'avoir une vision large lorsque le PV est adressé à l'ensemble des collaborateurs. Un premier niveau de communication pour tenir tout le monde informé, et puis aussi un moyen d'avoir des remontées, s'il devait y en avoir, par cet intermédiaire. Et la deuxième fois où on a inclus le CSE dans le projet, c'est dans notre groupe projet télétravail. Donc, il est finalement inclus de deux manières. Dans l'instance du CSE qu'on a de façon mensuelle, et effectivement un membre du CSE qu'on a impliqué dans le groupe projet. D'accord, parfait. Et pour répondre alors il y a des questions qui ont déjà été traitées dans les questions. Il y en a deux ou trois auxquelles je vais répondre maintenant. Concernant les obligations inhérentes au télétravail, on vous a mis à disposition dans l'onglet questions le lien de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre qui est en cours de signature et qui renvoie les différents sujets inhérents aux obligations de l'employeur, notamment au dialogue social dans l'entreprise. Maintenant, par rapport à la méthodologie proposée par l'ARACT dans le cadre de ces actions collectives, celle-ci s'appuie sur un ensemble d'outils que nous mettons à disposition à travers des kits. Alors, ces kits sont à disposition sur l'ensemble des sites internet du réseau ANACT-ARACT, mais bien sûr, l'idée, c'est de les adapter au contexte spécifique de votre entreprise. Ce sont des outils assez clés en main, mais il y a toujours quand même la nécessité d'avoir un minimum d'adaptation par rapport à vos contextes, par rapport à vos projets, là où vous en êtes, les ressources dont vous disposez en interne. Et enfin, pour la définition des tâches télétravaillables, notre posture, c'est que cette définition se fasse au plus près des tâches à analyser et donc d'impliquer directement les parties prenantes de ces situations de travail.
Donc évidemment les salariés concernés par ces tâches, mais également les managers de proximité. Donc voilà, il n'y avait pas d'autres questions hein, dans l'onglet. Alors, c'est déjà la fin de ce premier atelier.